je suis écologue, je défends une science qui s'appelle l'écologie. L'écologie s'est construite autour de ça, c'est précisément l'étude des interactions entre les espèces, la dynamique du vivant à travers ces interactions. Et c'est un peu ce que je regrette avec le succès du mot écologie, c'est qu'il fait perdre de vue l'idée que derrière, là je suis un peu injuste probablement ou impérialiste, je défends l'idée que le concept de biodiversité est un concept écologique. Pour moi, la biodiversité, c'est le tissu vivant de la planète, c'est-à-dire c'est l'ensemble du phénomène vivant, et ce qui caractérise la vie sur Terre, c'est le fait d'être diversifié. Donc voilà, en disant tissu vivant, en plus, c'est une façon d'insister sur le fait qu'au-delà des entités qui composent ce tissu vivant, c'est une dynamique, c'est des interactions de compétition, mangeur-mangé, de prédation, et puis aussi des interactions de coopération, ce que notre société a tendance à oublier, bien que nous soyons une espèce sociale. Et ce qui est intéressant, c'est ma propre évolution. C'est-à-dire que moi, c'est Francesco Di Castri qui était impliqué dans la préparation de ce sommet planétaire pour la partie scientifique et qui m'avait dit, c'était au début des années 90 ou fin 89, ça serait intéressant qu'en France on fasse quelque chose sur la biodiversité. Ma réaction, ça avait été de dire, biodiversité, bon, la diversité du vivant, ben oui, tout le monde sait que ça existe, enfin tous les biologistes, les généticiens, les systématiciens, les écologues. Donc voilà, mais comme c'était quelqu'un de fascinant, j'ai suivi et puis on a mis en place au CNRS, avec l'aide d'ailleurs du ministère de l'écologie, puis ensuite c'est devenu très rapidement un programme national avec l'INRA, avec le CIRAD, avec l'IRD, donc qui a été lancé avant Rio, c'est-à-dire que vraiment la France était finalement, grâce à cette espèce d'épisode. Et puis ensuite, moi je suis allé à Rio, bon, j'ai regardé, j'ai écouté, c'est là où j'ai commencé à rédiger d'ailleurs mon premier bouquin là-dessus, là, qui est paru chez Odile Jacob. Et petit à petit, je me suis pris au jeu et j'ai découvert que, et c'était ça qui m'intéressait, c'est que parler de la diversité du vivant à travers le vocable biodiversité né dans un événement politique, c'était un sommet planétaire, il y avait un décalage par rapport à la science. Et donc ce décalage faisait qu'on s'intéressait à la diversité du vivant à travers ses relations aux sociétés humaines, les sociétés humaines qui en font partie, les sociétés humaines qui éventuellement détériorent la biodiversité, mais qui aussi l'utilisent, qui éventuellement créent une forme de diversité. Et pour moi, c'était ce dont j'avais besoin. C'est-à-dire que je souffrais, en écologue qui a éliminé l'homme de ses écosystèmes, tout d'un coup, ben voilà, j'ai une occasion, avec ma vision écologique du monde, de retrouver ce qui me sente, c'est-à-dire moi-même, les hommes, les humains, avec quelque chose d'extrêmement stimulant, parce que finalement, et c'est ce qu'on voit dans le développement au cours des années et même des décennies, c'est que c'est une façon de réincarner l'homme dans quelque chose qui est son berceau. On appartient à la diversité du vivant, on est cousin des chimpanzés, des gorilles, et donc retrouver des racines à un moment où la société est profondément déstabilisée, eh bien c'est une façon de communiquer avec les citoyens, de profiter d'une expérience scientifique sans enquiquiner les gens avec de la science et en les intéressant. Et donc maintenant, je suis vraiment passionné par, même si le mot, je ne l'adore pas énormément, mais ce tissu vivant de la planète, cette vie qui a 4 milliards d'années, qui dure, qui a traversé des catastrophes, c'est un berceau d'expérience, de leçons pour les sociétés humaines. Là, on parle de développement durable, voilà. Le développement durable, la vie, 4 milliards, mais ça a constamment changé. Alors, il faut accepter de changer, il faut accepter d'évoluer, il faut accepter de s'adapter. Et si on prend cette année 2010, année internationale de la biodiversité, on va pouvoir dire, le bilan, on avait dit qu'on allait arrêter l'érosion de la biodiversité. Non, ça continue, c'est normal, c'est une dynamique. Moi, je n'attendais pas que ça s'arrête. Est-ce que pour autant on peut dire qu'il ne s'est rien passé? Je pense que non, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une accélération de la prise de conscience. C'est un sujet dont se sont appropriés les citoyens, et y compris des corporations, les industriels, et ce n'est pas que du greenwashing, même si au départ on ne va pas évoluer en 5 minutes,
mais réellement, il y a des industriels qui s'interrogent et des personnels qui sont dans des groupes industriels qui se disent qu'est-ce que ça représente pour moi la biodiversité, est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que c'est durable. Dans le monde politique, c'est venu un peu plus lentement. Ils sont toujours un petit peu décalés. Ils suivent un peu la société finalement. Et je pense que là aussi, l'année 2010, en tout cas en France, il y a vraiment eu de nombreux événements dans les écoles, dans les lycées, dans les mairies, enfin un peu partout, et des initiatives qui étaient spontanées. C'est-à-dire que ça n'a pas été décidé d'en haut, on décide qu'il faut, bien sûr, c'était affiché, on fait une année internationale de la biodiversité, mais il y a eu une vraie mobilisation. Moi j'ai été invité plus d'une 60aine de fois par des mairies, des associations, des médiathèques. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose d'irréversible. Ce n'est pas un effet de mode, tout d'un coup on s'interroge sur nos relations avec le monde vivant auquel on appartient, parce qu'on en a besoin, parce qu'on a mal géré nos relations avec ce monde naturel, avec les milieux dans lesquels on vit. Et puis on découvre aussi, ce qui n'est pas négligeable, que la culture, les sociétés humaines ont transformé cette biodiversité, ont créé des paysages qui ne sont pas antipathiques. Moi j'ai une maison dans la Nièvre, j'adore la Bourgogne, il y a des paysages magnifiques, et ces paysages, ils sont le résultat d'une cohabitation entre Homo sapiens et tout le reste du vivant. Il y a forcément deux niveaux. Il y a le niveau local, donc finalement le niveau des citoyens, la biodiversité à l'échelle d'un milieu donné. Je parlais de la Bourgogne, la Nièvre, des agriculteurs dans une région peuvent décider de choses avec les chasseurs, avec les pêcheurs, avec tout le monde. Donc ça, ce premier niveau, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans l'évolution de la prise de conscience, c'est qu'il y a des gens, des associations, des citoyens qui font des choses, et moi c'est ça qui me rend optimiste. Et puis il y a le deuxième niveau qui est quand même nécessaire, et c'est ça aussi qui est intéressant dans le concept, c'est la dimension planétaire. C'est-à-dire que c'est pour ça que dire la biodiversité, elle concerne l'ensemble de la planète, c'est pas que les forêts tropicales, donc le local est important, et le niveau planétaire, donc il y a les événements, et on va bientôt dans 2 ans fêter les 20 ans après Rio. C'est quand même un lieu de décision parce qu'il y a un problème de gouvernance planétaire. Les problèmes que rencontre la biodiversité, c'est des problèmes d'accélération du temps dans les sociétés humaines, de croissance exponentielle des individus, de leur consommation, et donc c'est évidemment pas durable. Et donc pour changer ça, il faut changer les pratiques, donc ça concerne tout le monde, tous les citoyens, mais en même temps, pour encourager les citoyens à perdurer et faire que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des décisions collectives. Faut-il une organisation mondiale de l'environnement, ce que pensait Chirac il y a quelques années? On peut se poser la question, parce qu'il y a la même chose pour le commerce, donc liberté, tout doit circuler, et puis voilà. Et je pense que là, il y a un problème. Donc, c'est les grands enjeux de la planète concerne cette question-là de la gestion de l'environnement à travers le concept de biodiversité, par exemple. Quand on parle d'aménagement du territoire, aujourd'hui, justement, la seule chose qui manque, c'est le vivant, c'est la biodiversité. Et c'est pour ça que les agriculteurs, pour moi, c'est le transfert essentiel. C'est qu'à partir du moment où, à travers les paysages, l'agriculture, on va impliquer dans les politiques d'aménagement aussi bien les questions de biodiversité que d'agriculture, que de routes, que de villes, eh bien voilà, tout le monde sera autour de la table et ça sera réussi. Et on est en train de s'approcher de ça. Il y a eu quand même ces dernières années une forte action de mobilisation en disant la biodiversité est partout, elle est aussi bien dans les campagnes et pas que dans les tropiques, que dans les toundras, et elle est dans les villes. Et il y a eu une action des mairies, des écoles. Donc cette espèce de mobilisation de l'ensemble des citoyens à travers des tas d'actions, c'est fondamental. Ensuite, le relais, c'est des choses collectives, c'est-à-dire le monde associatif est important parce que c'est plus facile de s'engager dans des actions collectivement, ne serait-ce que parce que dès qu'il s'agit de... c'est impliqué dans des territoires. Ça passe toujours par des territoires, et les territoires, les espaces,
ils ont des modes de gestion, c'est une mairie, c'est un collectif de mairie, et donc il faut s'impliquer, et en même temps c'est un bénéfice de l'action, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la fois à la biodiversité et en même temps à la gestion d'un espace, et je pense que c'est comme ça que ça se passe sur le terrain. Donc il y a des collectifs d'associatifs, bon, ça peut être des amateurs naturalistes, ça peut être des réseaux de cultivateurs qui décident dans une région on va passer au bio et ça implique, moi j'ai discuté dans la Nièvre avec des agriculteurs, c'était un peu ce constat, on voit moins d'oiseaux et puis on voit les collègues qui se mettent des masques et puis qui utilisent des pesticides et que c'est pas bon pour la santé. Donc quand on est dans un paysage assez diversifié, se reconvertir au bio dans la Nièvre, c'est pas aussi difficile que si on est dans la Beauce ou dans la Brie. Et donc c'est le pari qu'ils ont fait, et ça s'est fait collectivement. Puis après, ça a un effet de contagion. Finalement, l'intérêt là, c'est pas ce qu'on va réaliser, c'est que les gens vont se mettre autour d'une table et ils vont se dire bon, alors on va faire une trame verte et bleue. Alors il va y avoir les agriculteurs, les pêcheurs, et puis ils vont discuter. Et voilà, et c'est ça qui va être important, ça va faire circuler les idées. Les espèces, elles se démerderont pour circuler, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. En revanche, faire circuler les idées entre différents compartiments de la société, au niveau de mairie, au niveau de collectif, et de fait, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire les gens se mettent autour d'une table pour essayer de voir comment on va aménager le territoire, et voilà. Et puis peu importe qu'on appelle ça trame verte et bleue, bidule truc ou système écologique, c'est ça qui est important. Dans la réalité, dans la communication sur la biodiversité, pendant très longtemps et encore aujourd'hui, ce qu'on met en avant, c'est des espèces phares d'une part, et puis curieusement, alors que le mot important c'est diversité, c'est des chiffres. Il y a 45 000 espèces disparaissent chaque année. Ça, ce n'est pas des journalistes qui ont lancé ça, c'est des grands scientifiques, Wilson, Ehrlich. Bon, ils ont eu le mérite de se mouiller, de faire des estimations, mais quand le citoyen reçoit ça, alors on lui dit 45 000 espèces, puis il y en a un autre, il va dire c'est 200 000. Et puis tout d'un coup, il va peut-être surprendre un propos d'un scientifique en disant mais une espèce, qu'est-ce que c'est exactement? C'est pas la même chose quand il s'agit de mammifères, d'insectes, de plantes, et puis alors de micro-organismes, n'en parlons pas. Donc voilà, alors les espèces, déjà, ils ne savent pas ce que c'est. Puis après, on vous dit, on connaît 1 700 000 espèces, ou maintenant c'est 1 900 000. Enfin, connaît, ça veut dire, c'est dans les musées, il y a un nom. Et bien, il y en a peut-être 10 millions, il y en a peut-être 30, il y en a qui disent 100 millions. Bon, voilà. Et le résultat, c'est que l'essentiel, on ne le comprend pas. On ne comprend pas que ce qui est important, c'est la diversité, c'est la singularité, depuis les bactéries jusqu'aux éléphants, et il n'y a pas de différence de ce point de vue-là. On additionne des choux et des carottes, après on s'étonne que les gens ne comprennent pas. Et surtout, avec cette espèce de vision collection de timbres, le panda, le truc, là on est ébloui, ça c'est vrai, mais on oublie qu'une espèce, ça s'insère dans un territoire, et que pour vivre longtemps, une espèce, elle a besoin d'un grand espace, et plus elle est grande, un éléphant, il lui faudra des milliers de kilomètres carrés pour trouver sa nourriture, pour maintenir une population durable et pour interagir avec le reste. Donc je pense que cette vision sur des espèces phares, ça a plein d'inconvénients, ça dévalorise le reste de la diversité, et puis ça gomme ce qui pour moi est l'essentiel, c'est vivre, c'est interagir, et que cette diversité, c'est le résultat d'un jeu d'interaction mangeur-manger, hein, ça commence comme ça, et c'est vrai pour nous, on a besoin de manger et d'éviter d'être mangé. C'est ce qu'on a en commun avec toutes les espèces, et puis aussi des relations de coopération. Donc, présenter la diversité comme ça, c'est l'ensemble de la diversité qui est concernée. Nous, on a interagi avec ce qui sont maintenant des vaches, des chiens. À l'époque, c'était des espèces sauvages. On a coopéré avec elles, et c'est grâce à elles qu'on s'est développé, qu'on a réussi, puis elles-mêmes, on les entretient, et puis on est une espèce sociale, les individus coopèrent les uns avec les autres, même si aujourd'hui on privilégie dans le discours politique la performance, la compétition, soyez compétitifs et donc bouffez-vous les uns les autres, ça oublie que le succès de l'espèce humaine, ça a été de construire une société, des structures, des institutions, des services publics, et ça c'est le résultat d'une coopération. On s'entraide les uns les autres, on fait des choses. Et c'est dommage d'être obligé de faire un détour par les singes pour nous rappeler qu'on est sensible à la justice. Récemment,
Il y a eu pas mal de communications sur ces capucins qui ne supportent pas d'être traités de façon inégale, mais nous autres humains, on le sait bien, qu'on ne supporte pas d'être traités de façon injuste, il n'y a pas besoin d'aller chercher les singes. En même temps, c'est quand même intéressant de se dire, ben, ça veut dire que si les singes, eux aussi, sont sensibles au sentiment d'égalité et de justice, ça veut dire que c'est profondément inscrit dans notre patrimoine génétique et qu'en dépit des aléas politiques, ça va ressortir. L'écologie, elle a commis une erreur, c'est qu'elle a éliminé l'homme de sa prise, de son champ d'action, même si au départ, historiquement, c'était une réponse à une préoccupation de déséquilibre entre la croissance, c'était déjà l'effet Malthus. Voilà, la population humaine va croître, ses besoins vont croître, et puis les ressources ne vont pas croître à la même vitesse, d'où problème. Et donc, il faut étudier ça, comment fonctionne le reste du vivant. Je me suis dit, en Afrique, voilà, je vais aller là où l'homme n'a pas mis les pieds, dans les savanes. Bon, il y avait plein d'humains, ils étaient d'ailleurs fort sympathiques, ils m'ont appris énormément de choses, c'était des baoulés, entre autres. Donc voilà, c'est quand même l'écologie qui est le cœur, la base, et donc l'apport en termes de science par rapport justement à ces questions de biodiversité, ce qui est essentiel, c'est des problèmes finalement de déséquilibre, d'accélération de déséquilibre, même si je ne prétends pas que la nature, ça n'existe pas l'équilibre, mais il y a des phases de stabilisation, les grands écosystèmes marins ou terrestres, il y a un renouvellement de la matière qui circule là-dedans. Et quand on se penche sur ces fonctionnements-là, on s'aperçoit que c'est hyper complexe. Et donc, l'idée saugrenue qu'on pourrait avoir, c'est pas grave si on détruit les écosystèmes, avec la science, avec la technique, on va tout résoudre. Ben non, justement, les connaissances scientifiques montrent que ce sont des phénomènes extrêmement complexes, avec des pas de temps très divers, depuis les bactéries qui tournent très vite, et les baleines et les grands requins qui ont des temps de génération beaucoup plus courts, et donc tout ça fonctionne et sont le résultat de l'état de la planète, de la composition de l'atmosphère, et se dire qu'on va pouvoir gérer ça, enfin jardiner l'ensemble de la planète entre les millions de bactéries, les plantes, les herbivores, les carnivores, les parasites, non, non. Il faut essayer d'accompagner ça, il faut être modeste, il faut pratiquer plutôt façon judo que façon bazooka. Et malheureusement, le problème de la biodiversité, c'est qu'on s'est développé façon bazooka, que ce soit pour l'agriculture, on est dérangé par un ravageur, le bazooka chimique, et puis c'est la fuite en avant, il faut augmenter les doses ou augmenter la virulence. Et puis c'est la même chose dans le domaine de la santé, médicaments. On oublie de regarder, mais est-ce qu'éventuellement on ne peut pas agir en amont, c'est-à-dire diminuer les risques d'avoir à s'opposer à des ravageurs ou à des agents pathogènes, et là on peut recourir à d'autres armes. Donc voilà ce que peut nous apprendre une science écologique sur comment fonctionnent les écosystèmes, comment ils sont constitués, et puis y compris des moyens d'action et des moyens de lutte, et y compris chimiques, pourquoi pas, il ne faut pas s'interdire, mais il faut avoir une vision diversifiée. C'est la principale leçon, c'est pour réussir, nous, Homo sapiens, on a besoin de cultiver la diversité. Pourquoi le vivant est aussi diversifié et qu'après chaque grande crise d'extinction dans le passé, on a vu se reconstituer de la diversité? C'est tout simplement que la vie, elle est confrontée à la même chose que nous à notre échelle. Elle se déploie dans un monde qui est hétérogène dans l'espace et qui varie dans le temps, avec des fluctuations qui peuvent prendre la proportion de vraies catastrophes. Il y a eu des glaciations, il y a eu des éruptions volcaniques, enfin des vraies catastrophes. Et donc, pourquoi elle dure, la vie? C'est précisément parce qu'elle est diversifiée. Donc l'interprétation qu'on donne, c'est une stratégie d'adaptation au changement, aux imprévus. C'est une stratégie sur l'avenir. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir demain, et puis parce que ça change tout le temps, cette diversité qui est créée par hasard, avec de la variabilité génétique, elle est entretenue par le fait que la vie se déploie dans des milieux complètement différents et que personne n'est performant partout, le plus performant partout, le Superman, ça n'existe pas dans la vie. Chacun est Superman à un moment ou à un endroit donné, et c'est ça ce qui entretient la diversité. Alors le côté catastrophiste, je pense qu'il n'est pas
la biodiversité, elle va s'en remettre. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas d'inquiétude, même si des espèces disparaissent, ce n'est pas ça la question. D'autre part, il y a un petit problème dans le discours dominant sur cette question des extinctions, c'est que finalement, on réduit le monde à une espèce existe ou n'existe pas. Alors c'est vrai que quand une espèce disparaît, elle a disparu, on ne peut plus la reconstituer, sauf rêve peu réaliste ou peu intéressant. Mais on oublie que c'est un phénomène extrêmement lent, c'est-à-dire le processus des extinctions, une espèce, ça vit des millions d'années. Et donc l'inconvénient pour moi de dire on est dans la 6e crise d'extinction, c'est très démobilisateur pour les citoyens, pour les hommes politiques aussi. Bon ben voilà, c'est la 6e crise d'extinction, ben, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Alors on fait notre monument aux morts, l'espèce disparue, et puis tous les ans, on a... Bon, c'est pas comme ça. Si je prends les grands mammifères marins ou les grands prédateurs marins qui jouent un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes, dans l'échelle de temps qui nous concerne, les 200 ou 300 dernières années, aucun grand poisson marin ou baleine n'a disparu des océans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les populations de ces grandes espèces ont vu leurs effectifs réduits à 1 ou 2 ou 5% de ce qu'elles étaient initialement. Et le résultat, c'est qu'on a des écosystèmes qui fonctionnent complètement différemment. Par exemple, on a des pullulations de méduses, parce que les grands requins ont disparu, enfin, sont devenus très rares. Donc, sensibiliser sur le fait que voir décroître des espèces, voir se déstructurer des écosystèmes, c'est aussi important qu'enregistrer des disparitions, c'est, je crois, la principale leçon que j'ai tirée. Donc, pour moi, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est plus une inquiétude par rapport à nous. L'origine de la crise actuelle, l'accélération, ça a quand même commencé avec le succès de l'espèce humaine qui envahit la planète, qui se développe et qui élimine les grands prédateurs. C'est pas tellement le système industriel qui est à l'origine, parce que les premières espèces qui étaient en concurrence avec nous, c'était les loups, les lions, enfin c'est les premières espèces qu'on a essayé de menacer. Et les grandes extinctions ont commencé quand les hommes sont arrivés en Australie, sont arrivés à Madagascar, et là c'était pas vraiment lié à l'industrialisation au sens où on l'entend. L'agriculture, à la limite, quand des humains arrivent dans une île, même de grande taille, ils vont commencer à défricher, ils vont arriver avec des chiens, des chats, des rats, qui vont être dans le cortège et dans le bateau, et puis ces espèces qui vont arriver surtout dans des milieux insulaires où on a des espèces qui n'avaient pas l'habitude d'avoir ce genre de prédateurs, elles vont être très vulnérables et on a assisté à des phases d'extinction importantes. Puis aujourd'hui, effectivement, la menace, c'est plus dans le futur, c'est le résultat de la révolution industrielle et de cette espèce de... C'est une représentation du monde qui est uniformisante. Je crois que c'est ça. Et c'est pour ça que pour moi, intellectuellement et philosophiquement, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que, et c'est ce qui fait en même temps la séduction inconsciente du mot biodiversité et diversité. Parce que quand on voit bien, les gens sont sensibles au fait qu'avec la mondialisation, on voit s'homogénéiser les choses. Et c'est vrai d'ailleurs de la biodiversité, on va trouver les mêmes espèces partout, dans toutes les mêmes villes, on va retrouver le même moineau, parce qu'il a été propagé. Donc ça c'est un effet de cette industrialisation. On va avoir le même souci pour produire sur des grandes quantités, on va chercher le maïs hyper productif, le riz, et puis ça va se traduire par une disparition progressive de la diversité des riz, de la diversité des maïs, qui sont le résultat d'une coévolution entre les humains, les premiers agriculteurs. Donc c'est quand même ça l'inquiétude première. Donc aujourd'hui, c'est effectivement cette industrialisation du monde qui est préoccupante, mais elle n'a pas encore... elle n'a pas fait plus de dégâts, je pense, que les premiers temps de l'histoire humaine. Pour moi, l'un des défis principaux et l'une des charnières à faire basculer, c'est ça. C'est-à-dire faire en sorte que les agriculteurs acceptent de considérer
qu'eux aussi participent d'une vision écologique du monde et participent de l'écologie. Et c'est le problème que je n'ai pas réussi à faire résoudre avec justement la trame verte et bleue. C'était une opposition des représentants du monde agricole d'utiliser une expression réseau écologique. Et pour moi, l'écologie, ça s'applique aussi bien à des agrosystèmes qu'à des écosystèmes. C'est le même type de raisonnement, c'est interaction, et y compris interaction avec l'homme. Donc là, les écueils, c'est que premièrement, on dit agriculture au singulier. Ça ne correspond pas à la réalité ni de l'histoire de l'agriculture, ni de ce qui se pratique aujourd'hui. Que deuxièmement, on a eu tendance, et on continue d'opposer des agricultures soi-disant traditionnelles, parce qu'elles ont une longue histoire, et avec une agriculture performante qui serait la seule au singulier, qui est l'agriculture industrielle. C'est vrai que notre monde agricole a été transformé de cette façon-là, mais il continue quand même de subsister un potentiel de connaissance, une diversité qui fait que ça peut évoluer. Et puis si on élargit à l'échelle du monde, là, il y a ce petit bouquin qui a été publié par l'IRD, Les agricultures singulières. Quand on lit ça, on est ébloui par l'inventivité des agriculteurs du monde qui sont capables au Burkina Faso de produire à manger dans des conditions d'hyperaridité, d'autres dans des zones complètement inondables. Enfin, il y a une inventivité et puis surtout ces cultures, ces agri-cultures, pour reprendre le titre d'un ouvrage de l'anglais Jules Préti, la agri-culture, c'est que ce lien entre la culture et le monde naturel, c'est quand même fondamental. Et donc, je dirais, les agriculteurs tiennent la solution au problème. Ils sont au cœur du dispositif et donc il faut les aider, mais en même temps, il faut accepter cette diversité et il faut arrêter d'opposer la technique. Ce qu'on invente aujourd'hui serait supérieur à ce qui s'est inventé auparavant. Et que d'autre part, ce qui s'est inventé auparavant continue d'avoir une inventivité. C'est-à-dire les soi-disant agricultures traditionnelles, eh ben, ils continuent de réagir à ce qui se passe dans leur environnement, ils ne sont pas bornés. Donc il faut arrêter ça. Et puis ben, ensuite, je pense que tout le monde va pouvoir s'y retrouver. On va tirer profit de la diversité des compétences. Et en tout cas, les gens qui sont au contact des territoires et des espaces naturels, ils sont centraux. Sans eux, on ne peut rien faire, on est foutu. Il y a des gens, honnêtement, qui pensent qu'avec la technique, de toute façon, ils vont tout résoudre parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que ça représente, ces 4 milliards d'années d'évolution, de subtilité. Moi, maintenant, je dis, mais attendez, une espèce, la moindre espèce, c'est un espèce de cortège d'invention, d'inventivité, de création, mais qui sont sans commune mesure avec ce qu'on est capable de faire nous, parce que c'est le résultat d'une longue histoire. En plus, il y a un héritage à travers le patrimoine génétique des inventions des espèces antérieures. Donc quand on se penche sur ces espèces, ce n'est pas un hasard si on trouve aussi des solutions à nos problèmes. Mais le fond quand même de la difficulté, c'est ce manque de culture, de racines, et c'est ça qu'il faudrait restaurer pour le monde occidental en tout cas. C'est vraiment le problème, parce que c'est quand même très dangereux. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que précisément on se penche sur la chose, et donc on s'intéresse finalement au fonctionnement de la biodiversité. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des économistes qui s'y intéressent. Donc pour moi, ce qui est important, ce n'est pas la valeur économique qui va en sortir, c'est que des économistes vont se pencher là-dessus, et puis comme ils sont intelligents, ils disent « Ah ben oui, la vision du monde qu'on avait, elle est complètement biaisée, que nos instruments ne sont pas adaptés, et que cette évolution-là, ce brassage d'idées entre des économistes, des sociologues, des biologistes, des généticiens, des écologues, des systématiciens, c'est ce qui s'est passé dans la commission Chevassus, ça fait évoluer les idées, ça fait évoluer les connaissances, puis après on pourra oublier les chiffres, on se sera réapproprié l'ensemble du champ, on sera passionné pour l'ensemble de la réalité, et voilà, ça sera comme la cathédrale de Chartres ou Notre-Dame. On ne se pose pas la question de qu'est-ce que ça vaut, c'est magnifique, c'est prodigieux, et on est content. Ben, ça sera pareil avec la biodiversité.